Nous répondons à vos questions. Vous laissez énormément de messages sur notre page officielle Facebook. Vous savez, on a un compte qui s'appelle Corona Solidarité Sud Radio Coronavirus. Et puis on en parle tous les matins avec Jean Sibilia, qui est un peu notre professeur référent, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Bonjour Jean. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Encore beaucoup de questions ce matin pour vous. Avec cette question, justement, on sait que d'une population à l'autre, la mortalité liée au Covid-19 varie. Et aujourd'hui, des chercheurs suggèrent qu'une carence en vitamine D pourrait être blâmée finalement, être à blâmer et engendrer une mortalité supérieure. Alors c'est pas forcément une surprise parce que la vitamine D a été très étudiée dans l'os, mais il y a eu beaucoup d'études aussi sur les effets de la vitamine D sur le système immunitaire en particulier et sur le risque infectieux et donc la mortalité. Donc c'est vraiment c'est pas une surprise. Alors ce qui est étonnant, c'est de le vérifier dans une épidémie, une pandémie comme celle du coronavirus, mais assez logiquement être en bonne santé, c'est aussi avoir un taux de vitamine D notamment adéquat. Et vous savez que cette vitamine D est produite notamment par l'exposition au soleil. Donc il est vrai qu'en fin d'hiver, au moment où l'épidémie frappe, en fait, on est au plus bas des taux de vitamine D. Et il a été démontré d'ailleurs que 90% de la population française manquait de vitamine D à la fin d'hiver. Donc c'est une règle très simple en fait. Et surtout à la fin du confinement. Et en fait, à la fin du confinement, encore que ce confinement était très ensoleillé. Donc on peut estimer qu'il a pu bénéficier un petit peu au taux de vitamine D. Mais quoi qu'il en soit, les médecins le savent et l'appliquent. On donne des ampoules de vitamine D à la fin d'hiver et pendant l'hiver. Et ça a un effet de restauration du système immunitaire. Donc je pense que c'est une bonne pratique. Alors ne vous précipitez pas chez votre médecin pour doser la vitamine D, mais en revanche, il peut vous en prescrire. C'est absolument anodin. Le risque est très 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 faible. En prendre à la fin d'hiver, c'est une bonne règle. Et on en prend une seule fois ou ça se prend en plusieurs prises? Alors tout dépend évidemment de son âge, d'un état de carence préalable éventuellement. Ça se prend mensuellement. On peut le prendre simplement mensuellement sous la forme d'une ampoule pendant les 3 à 4 mois d'hiver, les mois principaux, ou plus si on sort peu, si on est peu exposé au soleil, on peut en prendre un peu plus durablement. Donc c'est vraiment sur prescription médicale, en discussion avec son médecin. Ne le prenez pas, de toute façon on ne vous le donnera pas à la pharmacie, mais en parlez-en à votre médecin, c'est une très bonne idée. Et puis on passe au standard au 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler. Et Julie de Sceaux est avec nous. Oui, bonjour Cécile. Bonjour Julie, bienvenue. Merci. Bonjour Monsieur Sibilia. Merci beaucoup pour les questions des auditeurs. Moi, je voulais reposer la question de l'immunité, en tout cas la durée de l'immunité une fois qu'on a eu le Covid, par exemple. On en a beaucoup parlé au tout début de l'épidémie. On voyait beaucoup d'articles qui disaient on ne sait pas. Là, on n'en parle plus du tout. Et je trouve ça surprenant parce qu'à l'heure du déconfinement, c'est quand même une question qui me semble clé. Donc, en fait, c'est où est le curseur? Soit on a un virus qui a une forte capacité à muter et auquel cas on peut l'attraper souvent et auquel cas une immunité collective est finalement peu probable, je sais pas trop. Soit, comme on le citait, une étude coréenne sur CNews, le comité clinique coréen qui affirmait qu'on ne peut l'attraper qu'une seule fois. Donc voilà, que sait-on aujourd'hui compte tenu de la famille du virus qui est un corona, qui est donc pas comme la grippe? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur cette question, quoi? Merci Julie pour la question. Juste un petit commentaire, mais très enthousiasmé. Parce que j'adore les questions des auditeurs. En fait, tout le monde s'intéresse à des choses passionnantes. Les auditeurs sont bientôt des immunologistes. Je trouve ça génial. Vous intéressez à des questions comme ça, c'est vrai, c'est vraiment formidable. En fait, c'est un partage une culture. Voilà, suite à cette épidémie, il y aura peut-être de nouveaux médecins qui vont arriver, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la médecine. Mais clairement, en tout cas, ça me fait d'avance très plaisir. Et puis merci pour cette excellente question, plein de bon sens et d'analyse. Vous avez fait preuve d'une curiosité. Je trouve que c'est vraiment formidable. Ne lâchez pas, ne changez rien, en tout cas, sur ce point-là. Alors, pour répondre à votre question, qui a déjà été évidemment posée et qui est en cours d'étude, 3 choses très simples. 1, les coronas sont des virus qui mutent, effectivement, comme tous les virus, parce qu'ils se répliquent, ils mutent, mais ils mutent peu. En tout cas, ils ne mutent pas, ils ne se transforment pas comme, par exemple, les virus de la grippe. La grippe, c'est beaucoup plus, on dit en médecine, polymorphe, c'est-à-dire très différent d'une année à l'autre, d'où le caractère saisonnier récurrent de la grippe. Donc la grippe, le virus de la grippe, il est différent chaque année. Le corona, il a muté, il mutera, mais il ne change pas pour l'instant fondamentalement. Et on peut imaginer, parce qu'il est constitué de cette façon-là, qu'il ne devrait pas changer fondamentalement. Je garde le conditionnel parce que évidemment, on n'est pas devin, donc on ne peut pas tout prédire, mais il devrait rester stable comme les autres coronavirus. Première chose.
Deuxième chose, on est aujourd'hui franchement assez convaincu qu'on acquiert une immunité probablement assez durable après l'infection à coronavirus. Alors les arguments, c'est des arguments déjà sur des papiers chinois. Les Chinois ont déjà décrit des choses, d'autres pays le décrivent. On est en train en France de décrire les choses, mais vous imaginez bien que pour être sûr que l'immunité soit durable, il faut du temps pour assurer cette durabilité. Et là, nous ne sommes qu'à 3 mois de l'épidémie, donc il faudra encore quelques semaines, quelques mois avant d'être sûr que cette immunité soit vraiment présente et durable. Troisième chose qui est expérimentale, qui est quand même très intéressante et très rassurante, il y a des expériences faites sur on appelle ça des primates non humains, en gros des singes, des macaques. Et cette étude a été faite sur des singes infectés, donc qui développent des anticorps. Ces singes développent des anticorps neutralisants, donc protecteurs, et quand vous essayez de les réinfecter, vous êtes incapable de les réinfecter. Ils ne se réinfectent jamais. Donc ça, c'est quand même un élément extrêmement rassurant à mettre en parallèle quand même avec un élément humain intéressant. Jusqu'à présent, là aussi, grande prudence, il n'y a pas de démonstration d'une réinfection par un coronavirus issu de la souche initiale chinoise, si vous voulez. Pour l'instant, ce ne sont que des réactivations. C'est pas la même chose, hein. Je précise bien les choses. Réactivation veut dire que vous continuez à porter le virus qui part, qui vient, qui persiste quelques semaines, mais c'est le même virus. Réinfection ou infection par un autre corona, ça serait une autre souche. Aujourd'hui, on n'a pas les éléments humains pour le dire. Bon, j'espère que ça n'arrivera pas, on n'a pas la preuve, on va surveiller ça pendant quelques mois et on pourra vraiment répondre à votre question qui est a-t-on une immunité protectrice? Moi je pense que oui, et je pense qu'on devrait le démontrer comme on l'a démontré pour le petit frère du Covid-19 qui était le fameux SARS-CoV-1, vous savez, ce virus qui avait donné les infections respiratoires en 2003 en Asie, et il a été démontré pour ce petit frère que l'immunité était présente et souvent durable, pour la plupart des cas durable, mais pas chez 100% des cas. Et ce sera ça le problème, à mon avis, c'est le démontrer individuellement. Parce que la question de chacun va être celle-là. J'ai eu le Covid-19, est-ce que je suis protégé? Moi, je suis protégé ou pas? Et là, il va falloir affiner les tests, et les tests proposés, les tests sérologiques, il faudra qu'ils puissent répondre à cette question quand on va essayer de les construire de cette façon-là. Voilà, j'étais un peu long, Cécile, je suis désolé, mais la question est... c'est très intéressant. Et on passe à Hélène de Gironde qui nous appelle 0826 300 300. Bonjour Hélène. Oui, bonjour. Bonjour professeur. Bonjour Hélène. Je vous remercie de tout le temps que vous consacrez à répondre à nos questions. Allô ? Allez-y, on vous écoute Hélène. Oui Hélène, on vous écoute. Alors voilà, vendredi dernier, Chantal vous a demandé pourquoi et comment un État ou des gouvernants pouvaient interdire aux médecins de prescrire certains médicaments. Alors oui, vous avez répondu que oui, c'était une question de bénéfice-risque, que ça a toujours existé, que ça se fait couramment. Et j'aurais voulu savoir si vous étiez d'accord pour qu'on précise un petit peu les choses, parce que moi je pense que le principe, c'est la liberté absolue de prescription. Et qu'effectivement, vous avez parlé d'un certain nombre d'exceptions dans les hôpitaux, et puis au bénéfice des spécialistes. Mais je pense que la réponse un peu plus complète, ça serait quand même que le cas du décret du 25 mars ne rentre pas dans ces exceptions, puisque il est précisé que les prescriptions qui sont limitées à l'hôpital doivent être justifiées par des difficultés techniques ou de sécurité, ce qui n'est pas le cas pour la chloroquine. Et donc, aussi, il n'y a rien dans la question qui vous permette de dire que c'est normal. Parce que c'est pas normal. La liberté de prescription, d'autant plus que cette liberté de prescription, elle va avec le libre choix du médecin par le malade, qui évidemment, s'il a en face de lui plusieurs médecins, certains peuvent prescrire et d'autres pas, son choix n'est plus libre. Voilà, qu'en pensez-vous? Liberté d'expression. Merci Hélène. Oui, vous posez une question qui est à la fois ce que j'avais dit la dernière fois, qui pose une question réglementaire d'un côté et une question, comment vous dire, conjoncturelle et un peu sociologique de l'autre. Il faut être clair. Je veux dire, il faut là pas de langue de bois. L'arrêté qui interdit la prescription de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine qui arrive en pleine pandémie, c'est pas parce qu'on vient de découvrir un événement indésirable du médicament après 30 ans d'utilisation. Donc c'est clairement parce que le gouvernement avait peur d'une utilisation dévoyée du médicament à ce moment-là. Donc clairement, ce décret, ce texte de loi, il est en réponse à quelque chose de conjoncturel lié à l'épidémie. Donc c'est pas
simplement du réglementaire basique lié aux bénéfices du médicament. Et dans ce sens-là, vous avez totalement raison. Donc sur les 2 points, très simplement, le plan réglementaire. Bon, c'est la règle. Il faut que on puisse analyser les choses au fil de l'eau avec des données qu'on appelle de pharmacovigilance, c'est-à-dire des données qui arrivent au fil de l'eau dans les agences de médicaments, françaises ou européennes, et ces données de pharmacovigilance vous donnent des éléments nouveaux qui vous disent quel est le profil, la photographie du médicament à un moment donné. Vous savez que, et c'est peut-être compliqué à comprendre, mais le jour où on prescrit un médicament, la première fois qu'on le prescrit chez l'homme, il a été utilisé évidemment chez l'homme dans des études, mais il a été utilisé chez quelques centaines ou quelques milliers de personnes. Imaginez que ce médicament, une fois sur 10 000, donne une hépatite fulminante, vous voyez, une destruction du foie, une fois sur 10 000, il est très vraisemblable que vous n'ayez pas eu la capacité de le voir dans les études, où vous n'avez inclus que 100 ou 1000 ou 2000 ou 3000 malades. Donc il est normal qu'il y ait un règlement qui permette de cadrer l'utilisation du médicament. Donc ça, je pense que c'est pas contestable. Voilà. Et ça existe dans tous les pays du monde, parce que tout médecin n'est pas censé connaître tous les accidents survenus au bout de la planète. Donc les agences du médicament, les agences réglementaires, elles font ce travail-là pour les médecins, pour leur donner le cadre réglementaire de la prescription. Donc je crois que c'est pas contestable. Après, ce qui est plus entre guillemets contestable ou discutable, je suis d'accord avec vous, c'est l'interdiction d'un médicament qu'on prescrit depuis 30 ou 40 ans, ou plus peut-être même, à un moment d'une conjoncture un peu douloureuse, et de ressentir, en tout cas le citoyen, et vous l'exprimez, vous n'êtes pas la seule, exprime cette réglementation un peu dure, comme je ne veux pas de prescrire de platine, je ne laisse pas la liberté au médecin de le prescrire. Et c'est vrai, on peut considérer que c'était une règle, d'autres pays n'ont pas fait de la même façon. Chez nous, ça a été, il y a eu un coup de vis pour éviter la prescription trop large de ce médicament. Elle a eu lieu quand même, rassurez-vous, ça a été prescrit quand même. Mais c'est un coup de vis qu'on peut discuter, je suis d'accord. Je n'ai pas de réponse blanc ou noir. Je crois que de toute façon, on aura la réponse qu'a posteriori, malheureusement. On aura la réponse que quand on aura analysé les centaines d'études. Il y a plus de 115 études en cours encore sur le plaquenil et la nidacine, chloroquine, hydroxychloroquine. On saura après la bataille, et c'est tout le après tout la le bataille, problème. comme à chaque fois. C'est tout le problème, comme à chaque fois. Ouais. Donc les gens, si on dit que ça marche, tous les gens qui n'en ont pas eu regretteront de ne pas en avoir eu, et si ça marche pas, tous ceux qui ont fait des complications, et il y en a, malheureusement. Ils diront que c'est à cause de la chloroquine. Voilà. Merci beaucoup Jean Sibilia d'avoir été avec nous. Merci de vos